À Bobo, derrière Rail, à quelques pas de cet établissement scolaire public. C'est ici que vit Dame Guégué, entourée de ses 4 enfants. Elle est sans aucune nouvelle de son mari, le père des enfants, depuis 15 ans. Suite à la guerre, là, en tout cas, on nous a chassés de là-bas, à Daloa. J'avais 2 magasins là-bas. Quand ça a commencé, ils ont cassé les magasins pour voler toute la marchandise. Ça n'allait pas. Le mari aussi, ils sont venus le prendre pour partir. Jusqu'à présent, on n'a pas ces traces. Et là, à partir de là, maintenant, nous sommes partis au village avec les enfants. D'ici à maintenant, ça n'allait pas. Je dis, bon, je vais venir à Abidjan voir les parents pour qu'ils m'aident. Tout en entretenant l'espoir de retrouver un jour son mari en vie, elle doit faire face aux besoins des enfants laissés à sa seule charge. J'ai vu un de mes oncles là, qui m'a donné une somme de 10 000 et c'est avec ça que j'ai commencé à faire mon petit commerce. Bon, je vends différents articles. Il y a les pommades de massage, il y a les porte-clés, il y a les coupes-ongles, il y a les petits colas, il y a les cure-dents. Je fabrique aussi les bouteilles de racines. Depuis, tous les jours de la semaine, elle sort vendre à la criée, parcourant des kilomètres à pied avec une charge d'environ 50 kg sur la tête. Bien connu des clients qui admirent son courage, ils n'hésitaient pas à lui acheter quelques articles, parfois juste pour l'encourager. Je viens de prendre une bouteille. Voilà. Cette bouteille-là, qui est à base de racines, qui est très bon. Écoutez, c'est pour la fatigue. J'ai déjà utilisé, c'est bon. Voilà. Et comme c'est une femme battante, elle est encouragée, donc je prends ça aussi pour l'encourager. Je la connais depuis 2006. C'est une mère, elle est battante, vraiment. Et elle gagne cela à la sueur de son front. Elle ne commande pas et puis bon, ça me plaît bien. En fait, ça montre la bravoure, c'est des initiatives à encourager. Tous déscolarisés après l'étrange enlèvement de leur père par des individus non identifiés lors de la crise de 2002 et les privations qui s'en ont suivi, les enfants de Dame Guégué saluent le courage de leur mère. C'est notre maman. Bon, on voit que vraiment, quand on voit ça, vraiment, ça nous touche beaucoup à cœur. Parce qu'une femme seule, battante, bon, pas facile dans la vie. Bon, depuis le vieux est parti, jusqu'à aujourd'hui, bon, on n'a pas de ses nouvelles, bon, on ne sait pas où il est. Bon. On remet le sort dans la main de Dieu. J'ai arrêté l'école en classe de 3e. Mais compte tenu des moyens, j'ai arrêté l'école. Vraiment, quand je vois maman dans ce domaine-là, vraiment, il y a mal au cœur. Vraiment, je vois que maman souffre, quoi. En attendant, Dame Guégué continue de braver le soleil, la pluie, sa charge sur la tête pour ramener le pain quotidien à la maison, avec le secret espoir de réaliser un jour son rêve. Donc, je veux agrandir mon commerce, avoir un grand magasin, mettre la marchandise dedans. J'aimerais aider mes frères et sœurs, les jeunes filles sans emploi, les jeunes filles qui sont mères, qui n'ont pas de compagnons de vie. Courageuse, battante, le repos est un luxe qu'elle ne peut pas se permettre sous la pression des charges familiales. Mais Dame Guégué sait que sa santé décline sous le poids de l'âge. L'idée de ne plus pouvoir vendre un jour pour des raisons de santé et ses éventuelles conséquences sur ses enfants la hante dans le silence. À compter du jeudi 9 novembre 2017, préparez le montant exact au péage. Telle est libellée l'affiche destinée à l'attention des usagers du 3e pont Henri-Konan Bédié. Cette mesure, rentrée en vigueur depuis 48 heures, suscite déjà colère et indignation chez la plupart des automobilistes. Non, ça n'arrange pas tout le monde, ça c'est sûr et certain. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de paiement autres que les monnaies même. Ça ne nous arrange pas. Je pense que c'est celui qui vend qui doit avoir la monnaie et non celui qui va acheter. Nous, on ne doit pas avoir la monnaie sur nous, on a l'argent et puis on veut aller sur le pont. On nous dit qu'il faut forcément avoir la monnaie, c'est difficile, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Face à la grogne, les responsables de la société concessionnaire du 3e pont donnent des explications. Depuis pratiquement 3 ans que le péage existe, nous avons toujours été appuyés par la Banque centrale dans l'approvisionnement de la monnaie. Elle nous a toujours aidés dans ce sens-là, ce qui nous permettait de rendre la monnaie au quotidien aux usagers qui payaient.
Bon, malheureusement, depuis quelque temps, on fait face à une situation où la Banque centrale n'arrive plus à nous approvisionner. Et nous avons été malheureusement confrontés à une pénurie de monnaie qui nous a donc obligés à prendre cette mesure. Toutefois, cette nouvelle mesure n'est pas définitive. Elle est temporaire, selon les responsables de Socoprim. On voudrait insister sur le fait que dès que la situation changera, c'est-à-dire que dès que nous serons réapprovisionnés en monnaie, automatiquement on reprendra comme on le faisait d'habitude. Pour rappel, en 2015, une mesure similaire a été prise pour interdire aux usagers la présentation au guichet du pont des billets de 5 000 et 10 000 francs CFA. Abidjan-Helsinki via Abuja. C'est ce périple que Samuel Kwaku raconte dans cet ouvrage. Invité en 2012 pour participer à la 10e conférence biennale de la Société européenne d'évaluation à Helsinki en Finlande, l'auteur Samuel Kwaku est confronté à plusieurs difficultés. Pas de ressources financières, il sollicite un appui exceptionnel des bailleurs de fonds. Samuel Kwaku garde espoir et se rend à Abuja pour l'obtention d'un visa. Grande est sa surprise, il obtient le visa en 24 heures, alors que l'ambassade le délivre d'habitude en 10 jours. C'est pour exprimer sa reconnaissance en Dieu que Samuel a écrit cet ouvrage et surtout une invite à la persévérance. Le message que je veux transmettre au travail de cet ouvrage, c'est surtout vraiment à l'endroit des experts, des évaluateurs qui certainement seront sélectionnés pour des conférences internationales, d'être persévérants, également aussi, disons, être motivés, mais surtout être déterminés, parce que sans la détermination, on ne peut pas avoir, disons, le résultat, mais chercher l'excellence. Parce que moi, en allant à Helsinki, j'avais en tout cas comme but de rencontrer les meilleurs enseignants dans le domaine de l'évaluation, mais surtout, pour la Côte d'Ivoire, être l'un des meilleurs de ma génération. Venu apporter son soutien à l'auteur, l'inspecteur général d'État, président de la cérémonie, a insisté sur l'importance de l'évaluation. Les bons résultats enregistrés au plan économique pour être durables doivent s'accompagner d'une évaluation régulière des programmes et des politiques initiées. Le livre Tout meurtri mais vainqueur compte 123 pages et 16 chapitres. L'auteur a décidé de faire la promotion de l'évaluation. Diplômé en droit international de l'environnement, Samuel Kwaku est le premier Ivoirien à intégrer la prestigieuse Société européenne d'évaluation. Un match engagé dès l'entame de la partie. Le Maroc résiste bien à la poussée des éléphants qui manquent de percussion dans la finition. Et alors que les Ivoiriens semblaient prendre le contrôle du jeu, c'est le Maroc qui trouve l'ouverture au score à la 25e minute. Une tête décroisée de Nabil Dirar permet aux Lions de l'Atlas de prendre l'avantage au tableau d'affichage. Un coup de massue, pas encore digéré par les éléphants, que voilà Mehdi Benatia reprendre au cœur de la défense ivoirienne un centre pour corser l'addition 5 petites minutes juste après. Le Maroc mène alors 2-0 et tiendra ce score jusqu'à la pause. Une pause après laquelle il ne lâche pas la pression et s'offre la première occasion de but de la seconde période de jeu, dès le retour des vestiaires. Sans véritable engagement, les éléphants ne parviendront pas à bouger les lignes chérifiennes. Le Maroc, mieux organisé tactiquement, ne cédera pas et va s'offrir une victoire de prestige sur les Ivoiriens. Et surtout, un ticket pour Russie 2018. Richard a troqué les armes pour les outils agricoles. Pendant 5 ans, il était une figure locale importante des anti-Balaka, ces milices dites d'autodéfense, majoritairement chrétiennes, en guerre contre les ex-Séléka, des groupes armés qui affirment protéger la minorité musulmane en Centrafrique. Depuis le cessez-le-feu signé en mai dernier, sa ville, Bambari, a retrouvé une paix relative. L'occasion pour Richard et ses hommes de tenter de passer à autre chose. J'étais agriculteur au moment où ma mère et mon père sont décédés. C'était leur moyen pour nous nourrir. On a grandi là-dedans. C'est pour ça que l'idée m'est revenue. Mes jeunes frères, je veux leur dire que nous avons beaucoup trop souffert. Notre pays a beaucoup reculé. Ça ne sert à rien de prendre les armes. Une arme, ça ne se mange pas. La ferme de Richard s'inscrit dans le vaste chantier du plan DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, lancé par l'ONU et le gouvernement centrafricain en septembre 2017. Des combattants démobilisés fabriquent du savon, des femmes musulmanes et chrétiennes se sont rassemblées en coopérative
À ce stade, le projet pilote concerne 3000 bénéficiaires, dont 1300 à Bambari. Les autorités centrafricaines sont venues visiter les projets de démobilisation à Bambari, vitrine de la paix dans le sud-ouest du pays. Mais dans les régions avoisinantes, la situation reste très tendue. Sur l'axe Bambari-Bria, c'est une zone où l'instabilité, où la stabilité peut être mise à mal. Il y a effectivement des déplacements d'hommes armés. Depuis 2004, les guerres civiles en Centrafrique ont fait plusieurs milliers de victimes et dans une ville qui se relève difficilement de 5 ans de conflit, le succès de ce programme va dépendre du maintien de la paix, déjà menacé par les tensions entre groupes armés.